Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne ATech. ATech couvre des sujets inédits que les curieux comme vous adorent. Aujourd'hui par exemple, nous allons nous attaquer aux porte-avions. Mais à un en particulier. Pour ne rien changer de leur habitude, les Américains ont encore vu grand. Ils ont fait un porte-avions géant. Mais hormis cela, qu'est-ce qu'il a de particulier? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Allez hop, c'est parti! Par définition, un porte-avions est un navire de guerre. Son utilité première est de transporter et mettre en œuvre des avions de chasse. Il s'agit essentiellement d'une base aérienne flottante. Un porte-avions demeure mobile, lui permettant ainsi le transfert d'une véritable armée offensive et autonome parcourant le monde. Et cela se fait sans attache diplomatique. Et oui, la navigation dans les mers internationales reste indépendante de toute souveraineté territoriale. Ces plateformes sont des villes à elles toutes seules. En effet, les porte-avions restent très animés. On peut y retrouver plein d'électronique, en plus d'une armée d'avions et d'hélicoptères de combat aérien naval. Cela explique facilement pourquoi leur entretien est plus coûteux. Le navire de guerre doit être d'une certaine longueur et largeur spécifiques. Cela est requis afin que les avions puissent manœuvrer leur décollage et atterrissage en toute sécurité sur le pont. Ce type de navire a également beaucoup de puissance de feu. On peut en effet y stocker des missiles. Ceux-ci sont le plus utilisés contre d'autres navires ennemis ou même des sous-marins définis comme hostiles. Souvent, ces navires sont accompagnés d'autres navires assurant leur protection. Des croiseurs, frégates antiaériennes et sous-marins nucléaires d'attaque, entre autres, se retrouvent parmi la flotte. Mais qu'est-ce qui définit un navire comme un porte-avions exactement? Alors la structure d'un porte-avions est unique. Le porte-avions se compose des éléments suivants. Tout d'abord, un pont d'envol. Comme son nom l'indique, cela permet aux avions de décoller et d'atterrir sur le navire. On retrouve ensuite un îlot. Il est situé sur le côté du pont. Et en deux mots, c'est la tour de contrôle du navire. Ensuite, les monte-charges sont à disposition pour déplacer les avions entre les ponts et les hangars. Il faut savoir qu'il y a de la place sous les ponts. D'ailleurs, on y trouve des hangars de stockage et de maintenance pour les avions, mais aussi les stocks de carburant et de munitions. L'équipage est aussi logé sous le pont. Par contre, sur le pont, c'est tout autre chose. Il y a des catapultes qui permettent aux avions d'accélérer pour la première fois afin qu'ils puissent décoller du pont. Et lors de l'appontage, on retrouve des brins d'arrêt. Ils sont littéralement les freins d'atterrissage des avions à l'appontage. La plateforme dispose également d'un équipage de marins spécialement formé. L'équipage qui se trouve sur le pont est chargé de diriger le navire. Il le fait à travers le centre de décision du navire. Il est aussi connu comme la passerelle de navigation. On compte ensuite le personnel dans la salle des machines. Il est chargé de l'expédition et de l'exécution des commandes depuis la passerelle. D'autres personnels sont chargés du pilotage des aéronefs et de leur entretien. Ainsi, vous aurez des pilotes, mécaniciens et techniciens chargés du décollage et de l'atterrissage. Vous vous demandez sûrement comment tout cela a commencé? Nous aussi. Voyons ça d'un peu plus près. Alors, toute cette aventure commence avec les frères Wright en 1903. Alors oui, on sait que vous allez dire qu'ils n'ont fait que décoller le premier avion, mais très vite, cette nouvelle façon de voyager intéresse l'armée américaine. Et c'est elle-même d'ailleurs qui a suggéré d'utiliser un avion pour décoller depuis un navire. La première tentative réussie fut celle de l'américain Eugene Ely. L'essai fut réalisé le 14 novembre 1910 et le navire de guerre utilisé fut le Birmingham. Suite au test, le premier vrai porte-avions construit fut l'Argus. Ce dernier était équipé de 2 ascenseurs. Il était utilisé pour monter et descendre les avions depuis le pont. Mais c'est vraiment durant la Seconde Guerre mondiale que leur utilité est vraiment mise à l'épreuve. Les batailles dans le Pacifique opposaient les Américains contre les Japonais. D'ailleurs, à ce jour, ce sont les seuls combats opposant des porte-avions. D'autres pays comptent maintenant des porte-avions. Selon Janes, une agence de référencement du renseignement militaire, les États-Unis sont premiers en termes d'avions actuellement en service. Mais ils sont suivis de près par la Chine, le Royaume-Uni, la Russie, la France, l'Italie, l'Inde et la Thaïlande. Mais les États-Unis ne sont pas uniquement premiers en termes de quantité. Ils prônent aussi grâce à leurs porte-avions géants. On parle en effet de l'USS Gerald R. Ford, mesurant pas moins de 332,8 mètres de long et 40,8 mètres de large. Il pèse plus de 100 000 tonnes. L'USS Ford se place facilement en tête du classement du plus gros porte-avions au monde. Et sans surprise, on peut y caser 75 avions et hélicoptères. L'USS Gerald R. Ford, plus connu sous le diminutif de l'USS Ford, est maintenant devenu le porte-avions le plus cher de l'histoire. En effet, il a coûté au Pentagone un peu plus de 13,2 milliards de dollars. Cela vous fait donc un peu plus de 10 milliards d'euros. Il porte bien évidemment le nom du 38e président des États-Unis et le porte-avions à propulsion nucléaire est la première version de la classe Ford.
Il a comme objectif de remplacer graduellement la classe Nimitz. Dès 2020, il a accueilli le fameux F-35C. Le F-35C est une version aéronavale du chasseur multirôle venu tout droit des États-Unis. Cela a coûté la bagatelle de 800 millions de dollars supplémentaires pour des essais en mer. Le président américain à l'époque, Donald Trump, a mentionné l'USS Ford durant son discours d'inauguration. Par contre, ce n'était pas que des compliments. Même si Trump est arrivé à son inauguration et s'est même posé sur le pont à bord du Marine One, il n'a pas hésité à tacler le porte-avions. Entre autres, il a mentionné ses retards de financement et de livraison. L'USS Ford a coûté 20% de plus que prévu. Le coût total de ce programme, l'étude, en plus de la livraison des 3 premières versions de la commande de la marine, est de 42 milliards de dollars. Par contre, si l'USS Ford a plus de 2 ans de retard, c'est à juste titre. C'est principalement dû à cette nouvelle classe de porte-avions. Il intègre de nombreuses nouvelles technologies, telles que la fibre optique et les systèmes de catapultes électromagnétiques pour les avions. Grâce à sa conception bien pensée, il possède un plus petit îlot de commandement. Ainsi, cela laisse plus de place au pont et les opérations aériennes se font plus facilement. On retrouve plusieurs cuisines à bord du navire et elles doivent produire à elles seules environ 15 000 repas par jour. Cela est fait pour nourrir les 4 660 passagers se trouvant constamment à bord du navire. En raison de la conception du porte-avions de classe Ford, il emploie 500 personnes de moins que le porte-avions de classe Nimitz. Bien sûr, le navire se doit de disposer de tout le matériel médical nécessaire, y compris le cabinet d'un dentiste. Malheureusement, ces temps-ci, tout n'est pas vraiment rose dans l'USS Ford. Selon un récent rapport du Pentagone, il semble que le bâtiment ait eu des résultats décevants. La plupart des reproches se concentrent sur le système de lancement d'avions électromagnétiques. C'est justement leur dernière technologie pour le lancement d'avions. Le système a coûté à lui seul 3,5 milliards de dollars. L'avantage, c'est qu'il nécessiterait beaucoup moins de maintenance. Cependant, lors des essais en mer, les catapultes électromagnétiques ont fait en moyenne 181 cycles de lancement avec succès. Le système devrait être en mesure d'en faire 4166 avant que des problèmes ne surviennent. 3 autres navires de classe Ford ont déjà été annoncés. Jusqu'à présent, le budget s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en France, on a eu vent que le porte-avions qui remplacera Charles de Gaulle disposerait également d'une telle catapulte. Que pensez-vous de cette décision ? Est-ce que prendre l'exemple sur l'USS Ford américain serait une bonne idée pour la France ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre vidéo, mais ne vous en faites pas, car si vous avez aimé cette dernière, vous aurez la chance d'en voir beaucoup d'autres du même genre. Pour cela, il vous suffit avant tout de laisser un petit pouce bleu sur celle-ci, mais plus important encore, de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.